Orgueil et préjugés de Jane Austen. Chapitre 1. C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier, et, si peu que l'on sache de son sentiment à cet égard, lorsqu'il arrive dans une nouvelle résidence, cette idée est si bien fixée dans l'esprit de ses voisins qu'ils le considèrent sur-le-champ comme la propriété légitime de l'une ou l'autre de leurs filles. « Savez-vous, mon cher ami, dit un jour madame Bennet à son mari, que Netherfield Park est enfin loué ?» Monsieur Bennet répondit qu'il l'ignorait. « Eh bien, c'est chose faite, je le tiens de madame Long, qui sort ici. » Monsieur Bennet garda le silence. « Vous n'avez donc pas envie de savoir qui s'y installe ?» s'écria sa femme impatientée. « Vous brûlez de me le dire, et je ne vois aucun inconvénient à l'apprendre. » Madame Bennet n'en demandait pas davantage. « Eh bien, mon ami, à ce que dit madame Long, le nouveau locataire de Netherfield serait un jeune homme très riche du nord de l'Angleterre. Il est venu lundi dernier en chaise de poste pour visiter la propriété et l'a trouvée tellement à son goût qu'il s'est immédiatement entendu avec monsieur Maurice. Il doit s'y installer avant la Saint-Michel, et plusieurs domestiques arrivent dès la fin de la semaine prochaine afin de mettre la maison en état. Comment s'appelle-t-il ? Bingley. Marié ou célibataire ? Oh, mon ami, célibataire, et très riche. 4 ou 5 000 livres de rente. Quelle chance pour nos filles. Nos filles ? En quoi cela les touche-t-il ? Que vous êtes agaçant, mon ami. Je pense que vous le devinez bien, qu'il pourrait être un parti pour l'une d'elles. Est-ce dans cette intention qu'il vient s'installer ici ? Dans cette intention, quelle plaisanterie! Comment pouvez-vous parler ainsi? Tout de même, il n'y aurait rien d'invraisemblable à ce qu'il s'éprenne de l'une d'elles. C'est pourquoi vous ferez bien d'aller lui rendre visite dès son arrivée. Je n'en vois pas l'utilité. Vous pouvez y aller vous-même, avec vos filles, ou vous pouvez les envoyer seules, ce qui serait peut-être encore préférable, car vous êtes si bien conservé que M. Bingley pourrait se tromper et égarer sur vous sa préférence. Vous me flattez, mon cher. J'ai certainement eu ma part de beauté jadis, mais aujourd'hui j'ai abdiqué toute prétention. Lorsqu'une femme a 5 filles en âge de se marier, elle doit cesser de songer à ses propres charmes. D'autant que, dans ce cas, il est rare qu'il lui en reste beaucoup. Enfin, mon ami, il faut absolument que vous alliez voir M. Bingley dès qu'il sera notre voisin. Je ne m'y engage nullement. Mais pensez un peu à vos enfants, à ce que serait pour l'une d'elles un tel établissement. Sir William et Lady Lucas ont résolu d'y aller uniquement pour cette raison, car vous savez que, d'ordinaire, ils ne font jamais visite aux nouveaux venus. Je vous le répète, il est indispensable que vous alliez à Netherfield, sans quoi nous ne pourrions y aller nous-mêmes. Vous avez vraiment trop de scrupules, ma chère. Je suis persuadée que M. Bingley serait enchanté de vous voir et je pourrais vous confier quelques lignes pour l'assurer de mon chaleureux consentement à son mariage avec celle de mes filles, qu'il voudra bien choisir. Je crois, toutefois, que je mettrai un mot en faveur de ma petite Lizzie. Quelle idée! Lizzie n'a rien de plus que les autres. Elle est beaucoup moins jolie que Jane et n'a pas la vivacité de Lydia. Certes, elles n'ont pas grand-chose pour les recommander les unes ni les autres. Elles sont sottes et ignorantes comme toutes les jeunes filles. Lizzie, pourtant, a un peu plus d'esprit que ses sœurs. Oh, monsieur Bennet, parlez ainsi de vos propres filles. Mais vous prenez toujours plaisir à me vexer. Vous n'avez aucune pitié pour mes pauvres nerfs. Vous vous trompez, ma chère. J'ai pour vos nerfs le plus grand respect. Ce sont de vieux amis. Voilà plus de 20 ans que je vous entends parler d'eux avec considération. Ah! Vous ne vous rendez pas compte de ce que je souffre. J'espère cependant que vous prendrez le dessus et que vous vivrez assez longtemps pour voir de nombreux jeunes gens pourvus de 4 000 livres de rente venir s'installer dans le voisinage. Et quand ils en viendraient 20, à quoi cela servirait-il, puisque vous refusez de faire leur connaissance ? Soyez sûre, ma chère, que lorsqu'ils atteindront ce nombre, j'irai leur faire visite à tous. M. Bennet était un si curieux mélange de vivacité, d'humeur sarcastique,
de fantaisie et de réserve qu'une expérience de 23 années n'avait pas suffi à sa femme pour lui faire comprendre son caractère. Madame Bennet elle-même avait une nature moins compliquée. D'intelligence médiocre, peu cultivée et de caractère inégal, chaque fois qu'elle était de mauvaise humeur, elle s'imaginait éprouver des malaises nerveux. Son grand souci dans l'existence était de marier ses filles, et sa distraction la plus chère, les visites et les potins. Chapitre 2. Monsieur Bennet fut des premiers à se présenter chez monsieur Bingley. Il avait toujours eu l'intention d'y aller, tout en affirmant à sa femme jusqu'au dernier moment qu'il ne s'en souciait pas, et ce fut seulement le soir qu'il suivit cette visite que madame Bennet en eut connaissance. Voici comment elle l'apprit. Monsieur Bennet, qui regardait sa seconde fille occupée à garnir un chapeau, lui dit subitement: « J'espère, Lizzie, que monsieur Bingley le trouvera de son goût. » « Nous ne prenons pas le chemin de connaître les goûts de monsieur Bingley, répliqua la mère avec amertume, puisque nous n'aurons aucune relation avec lui. Vous oubliez, maman, dit Élisabeth, que nous le rencontrerons en soirée dès que madame Long a promis de nous le présenter. Madame Long n'en fera rien. Elle-même a 2 nièces à caser. C'est une femme égoïste et hypocrite. Je n'attends rien d'elle. Moi non plus, dit monsieur Bennet, et je suis bien aise de penser que vous n'aurez pas besoin de ses services. Madame Bennet ne daigna pas répondre, mais, incapable de se maîtriser, elle se mit à gourmander une de ses filles. « Kitty, pour l'amour de Dieu, ne toussez donc pas ainsi. Ayez un peu de pitié pour mes nerfs. » Kitty manque d'à-propos, dit le père. Elle ne choisit pas le bon moment pour tousser. Je ne tousse pas pour mon plaisir, répliqua Kitty avec humeur. Quand doit avoir lieu votre prochain bal, Lizzie? De demain en 15. Justement, s'écria sa mère. Et madame Long, qui est absente, ne rentre que la veille. Il lui sera donc impossible de vous nous présenter monsieur Bingley, puisqu'elle-même n'aura pas eu le temps de faire sa connaissance. Eh bien, cher ami, vous aurez cet avantage sur madame Long. C'est vous qui le lui présenterez. Impossible, monsieur Bennet, impossible, puisque je ne le connaîtrai pas. Quel plaisir trouvez-vous à me taquiner ainsi? J'admire votre réserve. Évidemment, des relations qui ne datent que de 15 jours sont peu de choses, mais si nous ne prenons pas cette initiative, d'autres la prendront à notre place. Madame Long sera certainement touchée de votre amabilité, et si vous ne voulez pas faire la présentation, c'est moi qui m'en chargerai. Les jeunes filles regardèrent leur père avec surprise. Madame Bennet dit seulement: « Sottise que tout cela !» « Quel est le sens de cette énergique exclamation ?» s'écria son mari. « Vise-t-elle les formes protocolaires de la présentation? Si oui, je ne suis pas tout à fait de votre avis. Qu'en dites-vous, Marie? Vous qui êtes une jeune personne réfléchie, toujours plongée dans de gros livres. » Marie aurait aimé faire une réflexion profonde, mais ne trouva rien à dire. « Pendant que Marie rassemble ses idées, continua-t-il, retournons à M. Bingley. »« Je ne veux plus entendre parler de M. Bingley, » déclara madame Bennet. « J'en suis bien fâchée. Pourquoi ne pas lui avoir dit plus tôt? Si je l'avais su ce matin, je me serais certainement dispensée d'aller lui rendre visite. C'est très regrettable, mais maintenant que la démarche est faite, nous ne pouvons plus esquiver les relations. » La stupéfaction de ces dames à cette déclaration fut aussi complète que M. Bennet pouvait le souhaiter. Celle de sa femme, surtout, bien que, la première explosion de joie calmée, elle assura qu'elle n'était nullement étonnée. « Que vous êtes bon, mon cher ami, je savais bien que je finirais par vous persuader. Vous aimez trop vos enfants pour négliger une telle relation. Mon Dieu, que je suis contente, et quelle bonne plaisanterie aussi d'avoir fait cette visite ce matin et de ne nous en avoir pas rien dit jusqu'à présent. Maintenant, Kitty, vous pouvez tousser tant que vous voudrez, déclara M. Bennet. Et il se retira, un peu fatigué des transports de sa femme. « Quel excellent père vous avez, mes enfants, poursuivit celle-ci, lorsque la porte se fut refermée. Je ne sais comment vous pourrez jamais vous acquitter envers lui. À votre âge, je peux bien vous l'avouer, on ne trouve pas grand plaisir à faire sans cesse de nouvelles connaissances, mais, pour vous, que ne ferions-nous pas? Lydia, ma chérie,
Je suis sûre que M. Bingley dansera avec vous au prochain bal, bien que vous soyez la plus jeune. »« Oh » dit Lydia d'un ton décidé, « je ne crains rien. Je suis la plus jeune, c'est vrai, mais c'est moi qui suis la plus grande. » Le reste de la soirée se passa en conjectures. Ces dames se demandèrent quand M. Bingley rendrait la visite à M. Bennet, et quel jour on pourrait l'inviter à dîner. Chapitre 3. Malgré toutes les questions dont Madame Bennet, aidée de ses filles, accabla son mari au sujet de M. Bingley, elle ne put obtenir de lui un portrait qui satisfît sa curiosité. Ces femmes livrèrent l'assaut avec une tactique variée. Questions directes, suppositions ingénieuses, lointaines conjectures. Mais M. Bennet se déroba aux manœuvres les plus habiles, et elles furent réduites finalement à se contenter des renseignements de seconde main fournis par leur voisine, Lady Lucas. Le rapport qu'elle leur fit était hautement favorable. Sir William, son mari, avait été enchanté du nouveau voisin. Celui-ci était très jeune, fort joli garçon, et, ce qui achevait de le rendre sympathique, il se proposait d'assister au prochain bal et d'y amener tout un groupe d'amis. Que pouvait-on rêver de mieux? Le goût de la danse mène tout droit à l'amour. On pouvait espérer beaucoup du cœur de M. Bingley. Si je pouvais voir une de mes filles heureusement établie à Netherfield et toutes les autres aussi bien mariées, répétait Madame Bennet à son mari, je n'aurais plus rien à désirer. Au bout de quelques jours, M. Bingley rendit sa visite à M. Bennet et resta avec lui une dizaine de minutes dans la bibliothèque. Il avait espéré entrevoir les jeunes filles dont on lui avait beaucoup vanté le charme, mais il ne vit que le père. Ces dames furent plus favorisées, car d'une fenêtre de l'étage supérieur, elles eurent l'avantage de constater qu'il portait un habit bleu et montait un cheval noir. Une invitation à dîner lui fut envoyée peu après, et déjà Madame Bennet composait un menu qui ferait honneur à ses qualités de maîtresse de maison, quand la réponse de M. Bingley vint tout suspendre. Il était obligé de partir pour Londres le jour suivant, et ne pouvait par conséquent avoir l'honneur d'accepter, etc., etc. Madame Bennet en fut toute décontenancée. Elle n'arrivait pas à imaginer quelle affaire pouvait appeler M. Bingley à Londres si tôt après son arrivée en Hertfordshire. Allait-il par hasard passer son temps à se promener d'un endroit à un autre au lieu de s'installer convenablement à Netherfield comme c'était son devoir? Lady Lucas calma un peu ses craintes en suggérant qu'il était sans doute allé à Londres pour chercher les amis qu'il devait amener au prochain bal. Et bientôt se répandit la nouvelle que M. Bingley amènerait avec lui 12 dames et 7 messieurs. Les jeunes filles gémissaient devant un nombre aussi exagéré de danseuses, mais, la veille du bal, elles eurent la consolation d'apprendre que M. Bingley n'avait amené de Londres que ses 5 sœurs et un cousin. Finalement, lorsque le contingent des Netherfield fit son entrée dans la salle du bal, il ne comptait en tout que 5 personnes. M. Bingley, ses 2 sœurs, le mari de l'aîné et un autre jeune homme. M. Bingley plaisait dès l'abord par un extérieur agréable, une allure distinguée, un air avenant et des manières pleines d'aisance et de naturel. Ses sœurs étaient de belles personnes, d'une élégance incontestable, et son beau-frère, M. Hurst, avait l'air d'un gentleman, sans plus. Mais la haute taille, la belle physionomie, le grand air de son ami, M. Darcy, aidé de la rumeur qui, 5 minutes après son arrivée, circulait dans tous les groupes, qu'il possédait 10 000 livres de rente, attirèrent bientôt sur celui-ci l'attention de toute la salle. Le sexe fort le jugea très bel homme. Les dames affirmèrent qu'il était beaucoup mieux que M. Bingley, et, pendant toute une partie de la soirée, on le considéra avec la plus vive admiration. Peu à peu, cependant, le désappointement causé par son attitude vint modifier cette impression favorable. On s'aperçut bientôt qu'il était fier, qu'il regardait tout le monde de haut et ne daignait pas exprimer la moindre satisfaction. Du coup, toute son immense propriété du Derbyshire ne put empêcher qu'on le déclarât antipathique et tout le contraire de son ami.
Monsieur Bingley, lui, avait eu vite fait de se mettre... Monsieur Bingley, lui, avait eu vite fait de se mettre en rapport avec les personnes les plus en vue de l'assemblée. Il se montra ouvert, plein d'entrain, prit part à toutes les danses, déplora de voir le bal se terminer de si bonne heure, et parla d'en donner un lui-même à Netherfield. Des manières si parfaites se recommandent d'elles-mêmes. Quel contraste avec son ami! Monsieur Darcy dansa seulement une fois avec Madame Hurst et une fois avec Miss Bingley. Il passa le reste du temps à se promener dans la salle, n'adressant la parole qu'aux personnes de son groupe et refusant de se laisser présenter aux autres. Aussi fut-il vite jugé. C'était l'homme le plus désagréable et le plus hautain que la terre eût jamais porté, et l'on espérait bien qu'il ne reparaîtrait à aucune autre réunion. Parmi les personnes empressées à le condamner se trouvait Madame Bennet. L'antipathie générale tournait chez elle en rancune personnelle, Monsieur Darcy ayant fait l'affront à l'une de ses filles. Par suite du nombre restreint des cavaliers, Elizabeth Bennet avait dû rester sur sa chaise l'espace de 2 danses, et pendant un moment, Monsieur Darcy s'était tenu debout assez près d'elle pour qu'elle pût entendre les paroles qu'il échangeait avec Monsieur Bingley, venu le presser de se joindre aux danseurs. « Allons, Darcy, venez danser. Je suis agacée de vous voir vous promener seul. C'est tout à fait ridicule. Faites comme tout le monde et dansez. »« Non, merci. La danse est pour moi sans charme, à moins que je ne connaisse particulièrement une danseuse. Je n'y prendrai aucun plaisir dans une réunion de ce genre. Vos sœurs ne sont pas libres, et ce serait pour moi une pénitence que d'inviter quelqu'un d'autre. »« Vous êtes vraiment difficile, » s'écria Bingley. « Je déclare que je n'ai jamais vu dans une soirée tant de jeunes filles aimables. Quelques-unes même, vous en conviendrez, sont remarquablement jolies. »« Votre danseuse est la seule jolie personne de la réunion, » dit M. Darcy en désignant du regard l'aînée des demoiselles Bennet. « Oh, c'est la plus charmante créature que j'ai jamais rencontrée. Mais il y a une de ses sœurs assise derrière vous, qui est aussi fort agréable. Laissez-moi demander à ma danseuse de vous présenter. » « De qui voulez-vous parler ?» M. Darcy se retourna et considéra un instant Élisabeth. Rencontrant son regard, il détourna le sien et déclara froidement. « Elle est passable, mais pas assez jolie pour me décider à l'inviter. Du reste, je ne me sens pas en humeur, ce soir, de m'occuper des demoiselles qui font tapisserie. Retournez vite à votre souriante partenaire, vous perdrez du temps avec moi. » M. Bingley suivit ce conseil, et M. Darcy s'éloigna, laissant Élisabeth animée à son égard de sentiments très peu cordiaux. Néanmoins, elle raconta l'histoire à ses amis avec beaucoup de verve, car elle avait l'esprit fin et un sens de l'humour très vif. Malgré tout, ce fut dans l'ensemble une agréable soirée pour tout le monde. Le cœur de Madame Bennet était tout réjoui de voir que sa fille aînée distinguée parmi les habitants de Netherfield. M. Bingley avait dansé 2 fois avec elle, et ses sœurs lui avaient fait des avances. Jane était aussi satisfaite que sa mère, mais avec plus de calme. Élisabeth était contente du plaisir de Jane. Marie était fière d'avoir été présentée à Miss Bingley comme la jeune fille la plus cultivée du pays, et Catherine et Lydia n'avaient pas manqué une seule danse, ce qui, à leur âge, suffisait à combler tous leurs vœux. Elles revinrent donc toutes de très bonne humeur à Longbourn, le petit village dont les Bennet étaient les principaux habitants. M. Bennet était encore debout. Avec un livre, il ne se sentait jamais le temps passer, et, pour une fois, il était assez curieux d'entendre le compte-rendu d'une soirée qui, à l'avance, avait fait naître tant de magnifiques espérances. Il s'attendait un peu à voir sa femme revenir désappointée, mais il s'aperçut vite qu'il n'en était rien. « Oh, mon cher monsieur Bennet !» s'écria-t-elle en entrant dans la pièce. « Quelle agréable soirée! Quel bal réussi! J'aurais voulu que vous fussiez là. Jane a eu tant de succès. Tout le monde m'en a fait des compliments. Monsieur Bingley l'a trouvée tout à fait charmante. Il a dansé 2 fois avec elle. Oui, oui, mon ami, 2 fois. Et elle est la seule qui l'ait invitée une seconde fois. Sa première invitation a été pour Miss Lucas. J'en étais assez vexée. Mais il n'a point paru l'admirer beaucoup, ce qui n'a rien de surprenant.
Puis, en voyant danser Jane, il a eu l'air charmé, a demandé qui elle était, et s'étant fait présenter, l'a invitée pour les 2 danses suivantes. Après quoi, il a encore dansé 2 avec Miss King, encore 2 autres avec Jane, la suivante avec Lizzie, la boulangère, avec... Pour l'amour du ciel, arrêtez cette énumération, s'écria son mari, impatienté. S'il avait eu pitié de moi, il n'aurait pas dansé moitié autant. Que ne s'est-il tordu le pied à la première danse? Oh, mon ami, continuait madame Bennet, il m'a tout à fait conquise. Physiquement, il est très bien, et ses sœurs sont des femmes charmantes. Je n'ai rien vu d'aussi élégant que leur toilette. La dentelle sur la robe de madame Hurst... Ici, nouvelle interruption. Monsieur Bennet n'en voulait écouter aucune description de chiffon. Sa femme fut donc obligée de changer de sujet et raconta avec beaucoup d'amertume et quelques exagérations l'incident où monsieur Darcy avait montré une si choquante grossièreté. « Mais je vous assure, conclut-elle, qu'on ne perd pas grand-chose à ne pas être apprécié par ce monsieur. C'est un homme horriblement désagréable qui ne mérite pas qu'on cherche à lui plaire. Hautain et dédaigneux, il se promenait de droite à gauche dans la salle avec l'air de se croire un personnage extraordinaire. J'aurais aimé que vous fussiez là pour lui dire son fait, comme vous savez le faire. Non, en vérité, je ne puis pas le sentir. » Chapitre 4. Lorsque Jane et Elizabeth se trouvèrent seules, Jane, qui jusque-là avait mis beaucoup de réserve dans ses louanges à M. Bingley, laissa voir à sa sœur la sympathie qu'il lui inspirait. « Il a toutes les qualités qu'on apprécie chez un jeune homme, dit-elle. Il est plein de sens, de bonne humeur et d'entrain. Je n'ai jamais vu à d'autres jeunes gens des manières aussi agréables, tant d'aisance unie à une si bonne éducation. » Et de plus, ajouta Élisabeth, il est très joli garçon, ce qui ne gâte rien. On peut donc le déclarer parfait. J'ai été très flattée qu'il m'invite une seconde fois. Je ne m'attendais pas à un tel hommage. Moi, je n'en ai pas été surprise. C'était très naturel. Pouvait-il ne pas s'apercevoir que vous étiez infiniment plus jolie que toutes les autres danseuses? Il n'y a pas lieu de lui en être reconnaissante. Ceci dit, il est certainement très agréable et je vous autorise à lui accorder votre sympathie. Vous l'avez donné à bien d'autres qui n'en valaient pas. Ma chère Lizzie, la vérité, c'est que vous êtes trop portée à juger tout le monde avec trop de bienveillance. Vous ne voyez jamais de défaut à personne. De ma vie, je ne vous ai entendu critiquer qui que ce soit. Je ne veux juger personne trop précipitamment, mais je dis toujours ce que je pense. Je le sais, et c'est ce qui m'étonne. Comment, avec votre bon sens, pouvez-vous être aussi loyalement aveuglé sur la sottise d'autrui? Il n'y a que vous qui ayez assez de candeur pour ne voir jamais chez les gens que leur bon côté. Alors, les sœurs de ce jeune homme vous plaisent aussi? Elles sont pourtant beaucoup moins sympathiques que lui. Oui, au premier abord, mais quand on cause avec elles, on s'aperçoit qu'elles sont fort aimables. Miss Bingley va venir habiter avec son frère, et je serais fort surprise si nous ne trouvions en elle une agréable voisine. Élisabeth ne répondit pas, mais elle n'était pas convaincue. L'attitude des sœurs de M. Bingley au bal ne lui avait pas révélé chez elle le désir de se rendre agréable à tout le monde. D'un esprit plus observateur et d'une nature moins simple que celle de Jane, n'étant pas de plus influencée par les attentions de ces dames, Élisabeth était moins disposée à les juger favorablement. Elle voyait en elles d'élégantes personnes, capables de se mettre en frais pour qui leur plaisait, mais, somme toute, fières et affectées. Madame Hurst et Miss Bingley étaient assez jolies. Elles avaient été élevées dans un des meilleurs pensionnats de Londres et possédaient une fortune de 20 000 livres. Mais l'habitude de dépenser sans compter et de fréquenter la haute société les portait à avoir d'elles-mêmes une excellente opinion et à juger leurs prochains avec quelque dédain. Elles appartenaient à une très bonne famille du nord de l'Angleterre, chose dont elles se souvenaient plus volontiers que de l'origine de leur fortune qui avait été faite dans le commerce. M. Bingley avait hérité d'environ 100 000 livres de son père. Celui-ci, qui souhaitait acheter un domaine, n'avait pas vécu assez longtemps pour exécuter son projet. M. Bingley avait la même intention que ses sœurs désiraient vivement
la lui voir réaliser. Bien qu'il ne fût que louer Netherfield, Miss Bingley était toute prête à diriger sa maison, et Madame Hurst, qui avait épousé un homme plus fashionable que fortuné, n'était pas moins disposée à considérer la demeure de son frère comme la sienne. Il y avait à peine 2 ans que M. Bingley avait atteint sa majorité, lorsque, par un effet du hasard, il avait entendu parler du domaine de Netherfield. Il était allé le visiter, l'avait parcouru en une demi-heure, et, le site et la maison lui plaisant, s'était décidé à louer sur-le-champ. En dépit d'une grande opposition de caractère, Bingley et Darcy étaient unis par une solide amitié. Darcy aimait Bingley pour sa nature confiante et docile, 2 dispositions pourtant si éloignées de son propre caractère. Bingley, de son côté, avait la plus grande confiance dans l'amitié de Darcy et la plus haute opinion de son jugement. Il lui était inférieur par l'intelligence, bien que lui-même n'en fût point dépourvu, mais Darcy était hautain, distant, d'une courtoisie froide et décourageante, et à cet égard son ami reprenait l'avantage. Partout où il paraissait, Bingley était sûr de plaire. Les manières de Darcy n'inspiraient trop souvent que de l'éloignement. Il n'y avait qu'à les entendre parler du bar de Meryton pour juger de leur caractère. Bingley n'avait, de sa vie, jamais rencontré de gens plus aimables, des jeunes filles plus jolies. Tout le monde s'était montré plein d'attention pour lui, point de raideur ni de cérémonie. Il s'était bientôt senti en pays de connaissance. Quant à Miss Bennet, c'était véritablement un ange de beauté. M. Darcy, au contraire, n'avait vu là qu'une collection de gens chez qui il n'avait trouvé ni élégance ni charme. Personne ne lui avait inspiré le moindre intérêt. Personne ne lui avait marqué de sympathie ni procuré d'agrément. Il reconnaissait que Miss Bennet était jolie, mais elle souriait trop. Madame Hurst et sa sœur étaient de cet avis. Cependant, Jane leur plaisait. Elles déclarèrent que c'était une aimable personne avec laquelle on pouvait assurément se lier. Et leur frère se sentit autorisé par ce jugement à rêver à Miss Bennet tout à sa guise. Chapitre 5. À peu de distance de Longbourn vivait une famille avec laquelle les Bennet étaient particulièrement liés. Sir William Lucas avait commencé par habiter Meryton, où il se faisait une petite fortune dans les affaires, lorsqu'il s'était vu élevé à la dignité de Knight, à la suite d'un discours qu'il avait adressé au roi comme maire de la ville. Cette distinction lui avait un peu tourné la tête en lui donnant le dégoût du commerce et de la vie simple de sa petite ville. Quittant l'un et l'autre, il était venu se fixer avec sa famille dans une propriété située à 1 mille de Meryton, qui prit dès lors le nom de Lucas Lodge. Là, délivré du joug des affaires, il pouvait à loisir méditer son importance et s'appliquer à devenir l'homme le plus courtois de l'univers. Son nouveau titre l'enchantait, sans lui donner pour cela le moindre soupçon d'arrogance. Il se multipliait, au contraire, en attention pour tout le monde. Inoffensif, bon et serviable par nature, sa présentation à Saint James avait fait de lui un gentilhomme. Lady Lucas était une très bonne personne à qui ses facultés moyennes permettaient de voisiner agréablement avec Madame Bennet. Elle avait plusieurs enfants et l'aînée, jeune fille de 27 ans, intelligente et pleine de bon sens, était l'amie particulière d'Élisabeth. Les demoiselles Lucas et les demoiselles Bennet avaient l'habitude de se réunir après un bal pour échanger leurs impressions. Aussi, dès le lendemain de la soirée de Meryton, on vit arriver les demoiselles Lucas à Longbourn. « Vous avez bien commencé la soirée, Charlotte, » dit Madame Bennet à Miss Lucas avec une amabilité un peu forcée. « C'est vous que M. Bingley a invité la première. »« Oui, mais il a paru de beaucoup préférer la danseuse qu'il a invitée la seconde. »« Oh, vous voulez parler de Jane, parce qu'il l'a fait danser 2 fois. » C'est vrai, il avait l'air de l'admirer assez, et je crois même qu'il faisait plus que d'en avoir l'air. On m'a dit là-dessus quelque chose, je ne sais plus trop quoi, où il était question de M. Robinson. Peut-être voulez-vous dire la conversation entre M. Bingley et M. Robinson que j'ai entendue par hasard. Ne voulais-je pas répéter ?
M. Robinson lui demandait ce qu'il pensait de nos réunions à Meriton, s'il ne trouvait pas qu'il y avait beaucoup de jolies personnes parmi les danseuses, et laquelle était à son gré la plus jolie. À cette question, M. Bingley a répondu sans hésiter. « Oh, l'aînée des demoiselles Bennet, cela ne fait pas plus de doute. » Voyez-vous, eh bien, voilà qui est net parlé. Il semble en effet que... Cependant, il se peut que tout cela ne mène à rien. J'ai entendu cette conversation bien à propos. Je n'en dirai pas autant pour celle que vous avez surprise, Élisa, dit Charlotte. Les réflexions de M. Darcy sont moins gracieuses que celles de son amie. Pauvre Élisa, s'entendre qualifier tout juste de passable. Je vous en prie, ne poussez pas Lizzie à se formaliser de cette impertinence. Ce serait un grand malheur de plaire à un homme aussi désagréable. Madame Long me disait hier soir qu'il était resté une demi-heure à côté d'elle sans desserrer les lèvres. « Ne faites-vous pas erreur, maman ?» dit Jane. « J'ai certainement vu M. Darcy lui parler. » « Et oui, parce qu'à la fin, elle lui a demandé s'il se plaisait à Netherfield, force lui a été de répondre. Mais il paraissait qu'il avait l'air très mécontent qu'on prît la liberté de lui adresser la parole. Miss Bingley dit qu'il n'est jamais loquace avec les étrangers, mais que dans son intimité, c'est le plus aimable causeur. Je n'en crois pas un traître mot, mon enfant. S'il était si aimable, il aurait causé avec madame Long. Non, je sais ce qu'il est. Monsieur Darcy, tout le monde en convient, est bouffi d'orgueil. Il aura su, je pense, que madame Long n'a pas d'équipage et que c'est dans une voiture de louage qu'elle est venue au bal. Cela m'est égal qu'il n'ait pas causé avec madame Long, dit Charlotte, mais j'aurais trouvé bien qu'il dansât avec Élisa. Une autre fois, allez-y, dit la mère. À votre place, je refuserais de danser avec lui. Soyez tranquille, ma mère. Je crois pouvoir vous promettre en toute sûreté que je ne danserai jamais avec lui. Cet orgueil, dit Miss Lucas, me choque moins chez lui, parce que j'y lui trouve des excuses. On ne peut s'étonner qu'un jeune homme aussi bien physiquement et pourvu de toutes sortes d'avantages tels que le rang et la fortune ait de lui-même une haute opinion. Il a, si je puis dire, un peu droit d'avoir de l'orgueil. Sans doute, fit Élisabeth, et je lui passerais volontiers son orgueil s'il n'avait pas modifié le mien. L'orgueil, observa Marie, qui se piquait de psychologie, est, je crois, un sentiment très répandu. La nature nous y porte, et bien peu parmi nous échappent à cette complaisance que l'on nourrit pour soi-même à cause de telle ou telle qualité souvent imaginaire. La vanité et l'orgueil sont choses différentes, bien qu'on emploie souvent les deux mots l'un pour l'autre. On peut être orgueilleux sans être vaniteux. L'orgueil se rapporte plus à l'opinion que nous avons de nous-mêmes, la vanité à celle que nous voudrions que les autres aient de nous. « Si j'étais aussi riche que M. Darcy, s'écria un jeune Lucas qui avait accompagné ses sœurs, je me moquerais bien de tout cela. Je commencerais par avoir une meute pour la chasse, au renard, et je boirais une bouteille de vin à chacun de mes repas. » Chapitre 6. Les dames de Longbourn ne tardèrent pas à faire visite aux dames de Netherfield, et celles-ci leur rendirent leur politesse suivant toutes les formes. Le charme de Jane accrut les dispositions bienveillantes de Madame Hurst et de Miss Bingley à son égard, et tout en jugeant la mère ridicule et les plus jeunes sœurs insignifiantes, elles exprimèrent aux deux aînées le désir de faire avec elles plus ample connaissance. Jane reçut cette marque de sympathie avec plaisir extrême, mais Élisabeth trouva qu'il y avait toujours bien de la hauteur dans les manières de ces dames, même à l'égard de sa sœur. Décidément, elle ne les aimait point. Cependant, elle appréciait leurs avances, voulant y voir l'effet de l'admiration que leur frère éprouvait pour Jane. Cette admiration devenait plus évidente à chacune de leurs rencontres, et pour Élisabeth, il semblait également certain que Jane céderait de plus en plus à la sympathie qu'elle avait ressentie dès le commencement pour M. Bingley. Bien heureusement, pensait Élisabeth, personne ne devait s'en apercevoir, car, à beaucoup de sensibilité, Jane unissait une égalité d'humeur et une maîtrise d'elle-même qui la préservait des curiosités indiscrètes. Élisabeth fit part de ses réflexions à Miss Lucas.
Il peut être agréable en pareil cas de tromper les indifférents, répondit Charlotte. Mais une telle réserve ne peut-elle pas parfois devenir un désavantage? Si une jeune fille cache avec tant de soin sa préférence à celui qui en est l'objet, elle risque de perdre l'occasion de le fixer, et se dire ensuite que le monde n'y a rien vu, est une bien mince consolation. La gratitude et la vanité jouent un tel rôle dans le développement d'une inclinaison qu'il n'est pas prudent de l'abandonner à elle-même. Votre sœur plaît à Bingley sans aucun doute, mais tout peut en rester là si elle ne l'encourage pas. Votre conseil serait excellent si le désir de faire un beau mariage était seul en question. Mais ce n'est pas le cas de Jane. Elle n'agit point par calcul. Elle n'est même pas encore sûre de la profondeur du sentiment qu'elle éprouve, et elle se demande sans doute si ce sentiment est raisonnable. Voilà seulement 15 jours qu'elle a fait la connaissance de M. Bingley. Elle a bien dansé 4 fois avec lui à Meryton, l'a vu en visite à Netherfield un matin, et s'est trouvée à plusieurs dîners où lui-même était invité. Mais ce n'est pas assez pour le bien connaître. « Allons, dit Charlotte, je fais de tout cœur le vœu de bonheur pour Jane, mais je crois qu'elle aurait tout autant de chances d'être heureuse si elle épousait M. Bingley demain que si elle se met à étudier son caractère pendant une année entière. Car le bonheur en ménage est pure affaire de hasard. La félicité de deux époux ne m'apparaît pas devoir être plus grande du fait qu'ils se connaissent à fond avant leur mariage. Cela n'empêche pas les divergences de naître ensuite et de provoquer les inévitables déceptions. Mieux vaut, à mon avis, ignorer le plus possible les défauts de celui qui partagera votre existence. Vous m'amusez, Charlotte, mais ce n'est pas sérieux, n'est-ce pas? Non, et vous-même n'agiriez pas ainsi. Tandis qu'elle observait ainsi M. Bingley, Élisabeth était bien loin de soupçonner qu'elle commençait elle-même à attirer l'attention de son amie. M. Darcy avait refusé tout d'abord de la trouver jolie. Il l'avait regardée avec indifférence au bal de Meryton et ne s'était occupé d'elle ensuite que pour la critiquer. Mais à peine avait-il convaincu son entourage du manque de beauté de la jeune fille qu'il s'aperçut que ses grands yeux sombres donnaient à sa physionomie une expression singulièrement intelligente. D'autres découvertes suivirent, aussi mortifiantes. Il dut reconnaître à Élisabeth une silhouette fine et gracieuse, et lui qui avait déclaré que ses manières n'étaient pas celles de la haute société, il se sentit séduit par leur charme, tout spécial fait de naturel et de gaieté. De tout ceci, Élisabeth était loin de se douter. Pour elle, M. Darcy était seulement quelqu'un qui ne cherchait jamais à se rendre agréable et qui ne l'avait pas jugée assez jolie pour la faire danser. M. Darcy éprouva bientôt le désir de la mieux connaître, mais avant de se décider à entrer en conversation avec elle, il commença par l'écouter lorsqu'elle causait avec ses amis. Ce fut chez Sir William Lucas, où une nombreuse société se trouvait réunie, que cette manœuvre éveilla pour la première fois l'attention d'Élisabeth. « Je voudrais bien savoir, dit-elle à Charlotte, pourquoi M. Darcy prenait tout à l'heure un si vif intérêt à ce que je disais au colonel Forster. Lui seul pourrait vous le dire. S'il recommence, je lui montrerai que je m'en aperçois. Je n'aime pas son air ironique. Si je ne lui sers pas bientôt une impertinence de ma façon, vous verrez qu'il finira par m'intimider. » Et comme, peu après, M. Darcy s'approchait des deux jeunes filles sans manifester l'intention de leur adresser la parole, Miss Lucas mit son amie au défi d'exécuter sa menace. Ainsi provoquée, Élisabeth se tourna vers le nouveau venu et dit « N'êtes-vous pas d'avis, monsieur Darcy, que je m'exprimais tout à l'heure avec beaucoup d'éloquence lorsque je tourmentais le colonel Forster pour qu'il donne un bal à Meryton ?»« Avec grande éloquence. Mais c'est là un sujet qui en donne toujours aux jeunes filles. »« Vous êtes sévère pour nous. » « Et maintenant, je vais la tourmenter à son tour, » intervint Miss Lucas. « Élisa, j'ouvre le piano, et vous savez ce que cela veut dire. »« Quelle singulière amie vous êtes de vouloir me faire jouer et chanter en public. Je vous en serais reconnaissante si j'avais des prétentions d'artiste, mais pour l'instant, je préférerais me taire devant un auditoire habitué à entendre les plus célèbres virtuoses. »
Puis, comme Miss Lucas insistait, elle ajouta: « C'est bien. Puisqu'il le faut, je m'exécute. » Le talent d'Élisabeth était agréable, sans plus. Quand elle eut chanté un ou deux morceaux, avant même qu'elle eût pu répondre aux instances de ceux qui lui en demandaient un autre, sa sœur Marie, toujours impatiente de se produire, la remplaça au piano. Marie, la seule des demoiselles Bennet qui ne fut pas jolie, se donnait beaucoup de peine pour perfectionner son éducation. Malheureusement, la vanité qui animait son ardeur au travail lui donnait en même temps un air pédant et satisfait qui aurait gâté le talent le plus grand que le sien. Élisabeth jouait beaucoup moins bien que Marie, mais simple et naturelle, on l'avait écoutée avec plus de plaisir que sa sœur. À la fin d'un interminable concerto, Marie fut heureuse d'obtenir quelques bravos en jouant des airs écossais réclamés par ses plus jeunes sœurs qui se mirent à danser à l'autre bout du salon, avec 2 ou 3 officiers et quelques membres de la famille Lucas. Non loin de là, M. Darcy regardait les danseurs avec désapprobation, ne comprenant pas qu'on pût ainsi passer toute une soirée sans réserver un moment pour la conversation. Il fut soudain tiré de ses réflexions par la voix de Sir William Lucas. « Quel joli divertissement pour la jeunesse que la danse, monsieur Darcy. À mon avis, c'est le plaisir le plus raffiné des sociétés civilisées. »« Certainement, monsieur. Et il a l'avantage d'être également en faveur parmi les sociétés les moins civilisées. Tous les sauvages dansent. » Sir William se contenta de sourire. « Votre ami danse dans la perfection, continua-t-il au bout d'un instant, en voyant Bingley se joindre au groupe des danseurs. Je ne doute pas que vous-même, monsieur Darcy, vous n'excelliez dans cet art. Dansez-vous souvent à la cour ? Jamais, monsieur. Ce noble lieu mériterait pourtant cet hommage de votre part. C'est un hommage que je me dispense toujours de rendre lorsque je m'en puis dispenser. Vous avez un hôtel à Londres, m'a-t-on dit ? Monsieur Darcy s'inclina, mais ne répondit rien. J'ai eu jadis des velléités de m'y fixer moi-même, car j'aurais aimé vivre dans un monde cultivé, mais j'ai craint que l'air de la ville ne fût contraire à la santé de Lady Lucas. Ces confidences restèrent encore sans réponse. Voyant alors Élisabeth qui venait de leur côté, Sir William eut une idée qui lui sembla des plus galantes. « Comment, ma chère Miss Élisa, vous ne dansez pas ?» s'exclama-t-il. « Monsieur Darcy, laissez-moi vous présenter cette jeune fille comme une danseuse remarquable. Devant tant de beauté et de charme, je suis certain que vous ne vous déroberez pas. » Et saisissant la main d'Élisabeth, il alla la placer dans celle de M. Darcy, qui, tout étonné, l'aurait cependant prise volontiers, lorsque la jeune fille la retira brusquement en disant d'un ton vif. « En vérité, monsieur, je n'ai pas la moindre envie de danser, et je vous prie de croire que je ne venais point de ce côté qu'était un cavalier. » Avec courtoisie, M. Darcy insista pour qu'elle consentît à lui donner la main, mais ce fut en vain. La décision d'Élisabeth était irrévocable, et Sir William lui-même ne put l'en faire revenir. « Vous dansez si bien, Miss Élisa, qu'il est cruel de me priver du plaisir de vous regarder. » Et M. Darcy, bien qu'il apprécie peu ce passe-temps, était certainement tout prêt à me donner cette satisfaction pendant une demi-heure. Élisabeth sourit d'un air moqueur et s'éloigna. Son refus ne lui avait point fait tort auprès de M. Darcy, et il pensait à elle avec une certaine complaisance lorsqu'il se vit interpellé par Miss Bingley. « Je devine le sujet de vos méditations, dit-elle. En êtes-vous sûr ? Vous songez certainement qu'il vous serait bien désagréable de passer beaucoup de soirées dans le genre de celle-ci. C'est aussi mon avis. Dieu, que ces gens sont insignifiants, vulgaires et prétentieux. Je donnerais beaucoup pour vous entendre dire ce que vous pensez d'eux. » Vous vous trompez tout à fait. Mes réflexions étaient d'une nature beaucoup plus agréable. Je songeais seulement au grand plaisir que peuvent donner 2 beaux yeux dans le visage d'une jolie femme. Miss Bingley le regarda fixement en lui demandant quelle personne pouvait bien lui inspirer ce genre de réflexion. « Miss Elizabeth Bennet, répondit M. Darcy, sans sourciller.
Miss Elizabeth Bennet, répéta Miss Bingley. Je n'en reviens pas. Depuis combien de temps occupe-t-elle ainsi vos pensées? Et quand faudra-t-il que je vous présente mes vœux de bonheur? Voilà bien la question que j'attendais. L'imagination des femmes court vite et saute en un clin d'œil de l'admiration à l'amour et de l'amour au mariage. J'étais sûre que vous alliez m'offrir vos félicitations. Oh, si vous le prenez ainsi, je considère la chose comme faite. Vous aurez en vérité une délicieuse belle-mère et qui vous tiendra sans doute souvent compagnie à Pemberley. M. Darcy écouta ces plaisanteries avec la plus parfaite indifférence, et, rassurée par son air impassible, Miss Bingley donna libre cours à sa verve moqueuse. Chapitre 7. La fortune de M. Bennet consistait presque tout entière en un domaine d'un revenu de 2000 livres, mais qui, malheureusement pour ses filles, devait, à défaut d'héritier mâle, revenir à un cousin éloigné. L'avoir de leur mère, bien qu'appréciable, ne pouvait compenser une telle perte. Madame Bennet, qui était une fille d'un avoué de Meryton, avait hérité de son père 4000 livres. Elle avait une sœur mariée à un monsieur Philippe, ancien clerc et successeur de son père, et un frère honorablement établi à Londres dans le commerce. Le village de Longbourn n'était qu'à 1 mille de Meryton, distance commode pour les jeunes filles qui, 3 ou 4 fois par semaine, éprouvaient l'envie d'aller présenter leurs devoirs à leur tante, ainsi qu'à la modiste, qui lui faisait face de l'autre côté de la rue. Les deux Benjamines, d'esprit plus frivole que leur aîné, mettaient à rendre ces visites un empressement particulier. Quand il n'y avait rien de mieux à faire, une promenade à Meryton occupait leur matinée et fournissait un sujet de conversation pour la soirée. Si peu fertile que fût le pays en événements extraordinaires, elles arrivaient toujours à glaner quelques nouvelles chez leur tante. Actuellement, elles étaient comblées de joie par la récente arrivée dans le voisinage d'un régiment de la milice. Ils devaient y cantonner tout l'hiver, et Meryton était le quartier général. Les visites à madame Phillips étaient maintenant fécondes en informations du plus haut intérêt. Chaque jour ajoutait quelque chose à ce que l'on savait sur les officiers, leurs noms, leurs familles, et bientôt l'on fit connaissance avec des officiers eux-mêmes. M. Phillips leur fit visite à tous, ouvrant ainsi à ses nièces une source de félicité inconnue jusqu'alors. Du coup, elles ne parlèrent plus que des officiers, et la grande fortune de M. Bingley, dont l'idée seule faisait vibrer l'imagination de leur mère, n'était rien pour elle, comparée à l'uniforme rouge d'un sous-lieutenant. Un matin, après avoir écouté leur conversation sur cet inépuisable sujet, M. Bennet observa froidement. « Tout ce que vous me dites me fait penser que vous êtes deux des filles les plus sottes de la région. Je m'en doutais depuis quelque temps, mais aujourd'hui j'en suis convaincue. » Catherine, déconcertée, ne souffla mot, mais Lydia, avec une parfaite indifférence, continua d'exprimer son admiration pour le capitaine Carter et l'espoir de le voir le jour même, car il partait le lendemain pour Londres. « Je suis surprise, mon ami, intervint madame Bennet, de vous entendre déprécier vos filles aussi facilement. Si j'étais en humeur de critique, ce n'est pas à mes propres enfants que je m'attaquerais. Si mes filles sont sottes, j'espère bien être capable de m'en rendre compte. Oui, mais il se trouve au contraire qu'elles sont toutes fort intelligentes. Voilà le seul point, et je m'en flatte, sur lequel nous sommes en désaccord. Je voulais croire que vos sentiments et les miens coïncidaient en toutes choses, mais je dois reconnaître qu'ils diffèrent en ce qui concerne nos deux plus jeunes filles, que je trouve remarquablement niaises. Mon cher monsieur Bennet, vous ne pouvez vous attendre à trouver chez ces enfants le jugement de leur père et de leur mère. Lorsqu'elles auront notre âge, j'ose dire qu'elles ne penseront pas aux militaires, que nous n'y penserons pas plus aux militaires que nous n'y penserons nous-mêmes. Je me rappelle le temps où j'avais aussi l'amour de l'uniforme. À dire vrai, je le garde toujours au fond du cœur, et si un jeune et élégant colonel pourvu de 5 ou 6 000 livres de rente désirait la main d'une de mes filles, ce n'est pas moi qui le découragerais. L'autre soir,
Chez Sir William, j'ai trouvé que le colonel Forster avait vraiment belle mine en uniforme. « Maman !» s'écria Lydia. « Ma tante dit que le colonel Forster et le capitaine Carter ne vont plus aussi souvent chez Miss Watson et qu'elle les voit maintenant faire de fréquentes visites à la librairie Clark. » La conversation fut interrompue par l'entrée du valet de chambre qui apportait une lettre adressée à Jane. Elle venait de Netherfield et un domestique attendait la réponse. Les yeux de madame Bennet étincelèrent de plaisir, et pendant que sa fille lisait, elle la pressait de questions. « Eh bien, Jane, de qui est-ce? De quoi s'agit-il? Voyons, répondez vite, ma chérie. »« C'est de Miss Bingley, » répondit Jane, et elle lut tout haut. « Chère amie, si vous n'avez pas la charité de venir dîner aujourd'hui avec Louisa et moi, nous courrons le risque de nous brouiller pour le reste de nos jours. Car un tête-à-tête de toute une journée entre deux femmes ne peut se terminer sans querelle. Venez aussitôt, ce mot reçu. Mon frère et ses amis doivent dîner avec les officiers. Bien à vous, Caroline Bingley. »« Avec les officiers !» s'exclama Lydia. « Je m'étonne que ma tante ne nous en ait rien dit. »« Ils dînent en ville, dit madame Bennet. Pas de chance. »« Puis-je avoir la voiture ? demanda Jane. »« Non, mon enfant, vous ferez mieux d'y aller à cheval, car le temps est à la pluie. Vous ne pourrez vraisemblablement pas revenir ce soir. »« Ce serait fort bien, dit Élisabeth, si vous étiez sûre que les Bingley n'offriront pas de la faire reconduire. »« Oh ! Pour aller à Meryton, ces messieurs ont dû prendre le cabriolet de M. Bingley, et les Hurst n'ont pas d'équipage. »« J'aimerais mieux y aller en voiture. Ma chère enfant, votre père ne peut donner les chevaux. On en a besoin à la ferme, n'est-ce pas, maître Bennet ? » ?»« On en a besoin à la ferme, plus souvent que je ne puis les donner. »« Alors, si vous les donnez aujourd'hui, dit Élisabeth, vous servirez les projets de ma mère. » Monsieur Bennet, finalement, reconnut que les chevaux étaient occupés. Jane fut donc obligée de partir à cheval, et sa mère la conduisit jusqu'à la porte en formulant toutes sortes de joyeux pronostics sur le mauvais temps. Son espérance se réalisa. Jane était à peine partie que la pluie se mit à tomber avec violence. Ses sœurs n'étaient pas sans inquiétude à son sujet, mais sa mère était enchantée. La pluie continua toute la soirée sans arrêt. Certainement, Jane ne pourrait pas revenir. « J'ai eu là vraiment une excellente idée, » dit madame Bennet à plusieurs reprises, comme si c'était elle-même qui commandait la pluie. Ce ne fut cependant que le lendemain matin qu'elle apprit de tout le succès de sa combinaison. Le breakfast s'achevait lorsqu'un domestique de Netherfield arriva porteur d'une lettre pour Élisabeth. « Ma chère Lizzie, je me sens très souffrante ce matin, du fait, je suppose, d'avoir été trempée jusqu'à l'os hier. Mes aimables amies ne veulent pas entendre parler de mon retour à la maison avant que je sois mieux. Elles insistent pour que je voie M. Jones. Aussi, ne vous alarmez pas si vous entendiez dire qu'il est venu pour moi à Netherfield. Je n'ai rien de sérieux, simplement un mal de gorge accompagné de migraine. Tout à vous, etc., etc. » « Eh bien, ma chère amie, dit M. Bennet, quand Élisabeth eut achevé de lire la lettre à haute voix, si l'indisposition de votre fille s'aggravait et se terminait mal, vous auriez la consolation de penser qu'elle l'a contractée en courant après M. Bingley pour vous obéir. Oh, je suis sans crainte, on ne meurt pas d'un simple rhume. Elle est certainement bien soignée. Tant qu'elle reste là-bas, on peut être tranquille. J'irai la voir si la voiture était libre. » Mais Élisabeth, vraiment anxieuse, décida de se rendre elle-même à Netherfield. Comme la voiture n'était pas disponible et que la jeune fille ne montait pas à cheval, elle n'avait d'autre alternative que d'y aller à pied. « Avec une boue pareille, à quoi pensez-vous » s'écria sa mère lorsqu'elle annonça son intention. « Vous ne serez pas présentable en arrivant. »« Je le serai suffisamment pour voir Jane, et c'est tout ce que je veux. » « Donnez-vous à entendre, dit le père, que je devrais envoyer chercher les chevaux ? » « Nullement. Je ne crains pas la marche.
La distance n'est rien quand on a un motif pressant, et il n'y a que 3 000. Je serai de retour avant le dîner. J'admire l'ardeur de votre dévouement fraternel, déclara Marie. Mais toute impulsion du sentiment devrait être réglée par la raison, et l'effort, à mon avis, doit toujours être proportionné au but qu'on se propose. Nous vous accompagnons jusqu'à Meriton, dirent Catherine et Lydia. Élisabeth accepta leur compagnie et les 3 jeunes filles partirent ensemble. Si nous nous dépêchons, dit Lydia en cours de route, peut-être apercevrons-nous le capitaine Carter avant son départ. À Meriton, elles se séparèrent. Les 2 plus jeunes se rendirent chez la femme d'un officier, tandis qu'Élisabeth poursuivait seule son chemin. On eût pu la voir, dans son impatience d'arriver, aller à travers champs, franchir les échaliers, sauter les flaques d'eau, pour se trouver enfin devant la maison, les jambes lasses, les bas crottés et les joues enflammées par l'exercice. Elle fut introduite dans la salle à manger où tout le monde était réuni, sauf Jane. Son apparition causa une vive surprise. Que seule, à cette heure matinale, elle eût fait 3 000 dans une boue pareille, Madame Hurst et Miss Bingley n'en revenaient pas, et, dans leur étonnement, Élisabeth sentit nettement la désapprobation. Elles lui firent toutefois un accueil très poli. Dans les manières de leur frère, il y avait mieux que de la politesse. Il y avait de la cordialité. Monsieur Darcy dit peu de choses, et Monsieur Hurst rien du tout. Le premier, tout en admirant le teint d'Élisabeth, avivé par la marche, se demandait s'il y avait réellement motif à ce qu'elle eût fait seule une si longue course. Le second ne pensait qu'à achever son déjeuner. Les questions d'Élisabeth au sujet de sa sœur reçurent une réponse peu satisfaisante. Miss Bennet avait mal dormi. Elle s'était levée cependant, mais se sentait fiévreuse et n'avait pas quitté sa chambre. Élisabeth se fit conduire immédiatement auprès d'elle, et Jane, qui, par crainte d'alarmer les siens, n'avait pas osé réclamer une visite, fut ravie de la voir entrer. Son état ne lui permettait pas de parler beaucoup, et quand Miss Bingley les eut laissés ensemble, elle se borna à exprimer sa reconnaissance pour l'extrême bonté qu'on lui témoignait. Leur déjeuner terminé, les 2 sœurs vinrent les rejoindre et Élisabeth elle-même se sentit touchée en voyant l'affection et la sollicitude dont elle entourait Jane. Le médecin arriva à ce moment, examina la malade et déclara comme on s'y attendait qu'elle avait pris un gros rhume qui demandait à être soigné sérieusement. Il lui conseilla de se remettre au lit et promit de lui envoyer quelques potions. Jane obéit docilement, car les symptômes de fièvre augmentaient ainsi que les douleurs de tête. Élisabeth ne quitta pas un instant la chambre de sa sœur, et Madame Hurst et Miss Bingley ne s'en éloignèrent pas beaucoup non plus. Les messieurs étant sortis, elle n'avait rien de plus intéressant à faire. Quand l'horloge sonna 3 heures, Élisabeth, bien à contre-cœur, annonça son intention de repartir. Miss Bingley lui offrit de la faire reconduire en voiture, mais Jane témoigna une telle contrariété à la pensée de voir sa sœur la quitter, que Miss Bingley se vit obligée de transformer l'offre du cabriolet en une invitation à demeurer à Netherfield, qu'Élisabeth accepta avec beaucoup de reconnaissance. Un domestique fut donc envoyé à Longbourn pour mettre leur famille au courant et rapporter le supplément de linge et de vêtements dont elles avaient besoin. Chapitre 8. À 5 heures, Madame Hurst et Miss Bingley allèrent s'habiller, et à 6h30, on annonçait à Élisabeth que le dîner était servi. Quand elle entra dans la salle à manger, elle fut assaillie de questions, parmi lesquelles elle eut le plaisir de noter la sollicitude toute spéciale exprimée par M. Bingley. Comme elle répondait à que l'état de Jane ne s'améliorait pas, les 2 sœurs répétèrent 3 ou 4 fois qu'elles en étaient désolées, qu'un mauvais rhume était une chose bien désagréable, et qu'elles-mêmes avaient horreur d'être malades. Après quoi, elles s'occupèrent d'autre chose, laissant à penser que Jane, hors de leur présence, ne comptait plus beaucoup pour elles, et cette indifférence réveilla aussitôt l'antipathie d'Élisabeth.
Leur frère était visiblement la seule personne de la maison qu'elle jugea avec faveur. Son anxiété au sujet de l'état de Jane était manifeste, et ses attentions pour Elizabeth des plus aimables. Grâce à lui, elle avait moins l'impression d'être une intruse dans leur cercle familial. Parmi les autres, personne ne s'occupait beaucoup d'elle. Miss Bingley n'avait Dieu que pour M. Darcy, sa sœur également. M. Hurst, qui se trouvait à côté d'Elizabeth, était un homme indolent qui ne vivait que pour manger, boire et jouer aux cartes, et lorsqu'il eut découvert que sa voisine préférait les plats simples aux mets compliqués, il ne trouva plus rien à lui dire. Le dîner terminé, elle remonta directement auprès de Jane. Elle avait à peine quitté sa place que Miss Bingley se remettait à faire son procès. Ses manières, mélange de présomption et d'impertinence, furent déclarées très déplaisantes. Elle était dépourvue de conversation et n'avait ni d'élégance, ni goût, ni beauté. Madame Hurst pensait que de même et ajouta « Il faut lui reconnaître une qualité, celle d'être une excellente marcheuse. Je n'oublierai jamais son arrivée ce matin. Son aspect était inénarrable. » En effet, Louisa, j'avais peine à garder mon sérieux. Est-ce assez ridicule de courir la campagne pour une sœur enrhumée? Et ses cheveux tout ébouriffés? Et son jupon, avez-vous vu son jupon? Il avait bien un demi-pied de boue que sa robe n'arrivait pas à cacher. Votre description peut être très exacte, Louisa, dit Bingley, mais rien de tout cela ne m'a frappé. Miss Elizabeth Bennet m'a paru tout à fait à son avantage quand elle est arrivée ce matin, et je n'ai pas remarqué son jupon boueux. Vous, monsieur Darcy, vous l'avez remarqué, j'en suis sûre, dit Miss Bingley, et j'incline à penser que vous n'aimeriez pas voir votre sœur s'exhiber dans une telle tenue. Évidemment, non. Faire ainsi je ne sais combien de milles dans la boue, toute seule, à mon avis, cela dénote un abominable esprit d'indépendance et un mépris des convenances des plus campagnards. À mes yeux, c'est une preuve très touchante de tendresse fraternelle, dit Bingley. Je crains bien, monsieur Darcy, observa confidentiellement Miss Bingley, que cet accident ne fasse tort à votre admiration pour les beaux yeux de Miss Elizabeth. En aucune façon, répliqua Darcy. La marche les avait rendus encore plus brillants. Un court silence suivit ces paroles, après lesquelles Madame Hurst reprit. J'ai beaucoup de sympathie pour Jane Bennet, qui est vraiment charmante, et je souhaite de tout cœur lui voir faire un joli mariage. Mais avec une famille comme la sienne, je crains bien qu'elle n'ait point de chance. Il me semble vous avoir entendu dire qu'elle avait un oncle avoué à Meryton. Oui, et un autre à Londres, qui habite quelque part à côté de Cheapside. Quartier des plus élégants, ajouta sa sœur, et toutes deux se mirent à rire aux éclats. Et quand elles auraient des oncles à en remplir Cheapside, s'écria Bingley, ce n'est pas cela qui les rendrait moins aimables? Oui, mais cela diminuerait singulièrement leurs chances de se marier dans la bonne société, répliqua Darcy. Bingley ne dit rien, mais ses sœurs approuvèrent chaleureusement, et pendant quelque temps encore donnèrent libre cours à leur gaieté aux dépens de la parenté vulgaire de leur excellente amie. Cependant, reprises par un accès de sollicitude, elles montèrent à sa chambre en quittant la salle à manger, et restèrent auprès d'elle jusqu'à ce qu'on les appelât pour le café. Jane souffrait toujours beaucoup, et sa sœur ne voulait pas la quitter. Cependant, tard dans la soirée, ayant eu le soulagement de la voir s'endormir, elle se dit qu'il serait plus correct, sinon plus agréable, de descendre un moment. En entrant dans le salon, elle trouva toute la société en train de jouer à la mouche, et fut immédiatement priée de se joindre à la partie. Comme elle soupçonnait qu'on jouait gros jeu, elle déclina l'invitation, et, donnant comme excuse son rôle de garde-malade, dit qu'elle prendrait volontiers un livre pendant les quelques instants où elle pouvait rester en bas. Monsieur Hurst la regarda stupéfait. « Préféreriez-vous la lecture aux cartes ?» demanda-t-il. « Quel goût singulier !»« Miss Elizabeth Bennet dédaigne les cartes, » répondit Miss Bingley, « et la lecture est son unique passion. »« Je ne mérite ni cette louange ni ce reproche, » répliqua Elizabeth. «
Je ne suis point aussi fervente de lecture que vous l'affirmez, et je prends plaisir à beaucoup d'autres choses. Vous prenez plaisir, j'en suis sûre, à soigner votre sœur, intervint Bingley, et j'espère que ce plaisir sera bientôt redoublé par sa guérison. Élisabeth remercia cordialement, puis se dirigea vers une table où elle voyait quelques livres. Bingley, aussitôt, lui offrit d'aller en chercher d'autres. Pour votre agrément, comme pour ma réputation, je souhaiterais avoir une bibliothèque mieux garnie. Mais voilà, je suis très paresseux, et bien que je possède peu de livres, je ne les ai même pas tous lus. Je suis surprise, dit Miss Bingley, que mon père ait laissé si peu de livres. Mais vous, monsieur Darcy, quelle merveilleuse bibliothèque vous avez à Pemberley. Rien d'étonnant à cela, répondit-il, car elle est l'œuvre de plusieurs générations. Et vous-même travaillez encore à l'enrichir? Vous êtes toujours en train d'acheter des livres. Je ne comprends pas qu'on puisse négliger une bibliothèque de famille. Je suis sûre que vous ne négligez rien de ce qui peut ajouter à la splendeur de votre belle propriété. Charles, lorsque vous vous ferez bâtir une résidence, je vous conseille sérieusement d'acheter le terrain aux environs de Pemberley et de prendre le manoir de M. Darcy comme modèle. Il n'y a pas en Angleterre de plus beau comté dans le Devonshire. Certainement, j'achèterai même Pemberley si Darcy veut bien me le vendre. Charles, je parle de choses réalisables. Ma parole, Caroline, je crois qu'il sera plus facile d'acheter Pemberley que de le copier. Élisabeth, intéressée par la conversation, se laissa distraire de sa lecture. Elle posa bientôt son livre et, s'approchant de la table, prit place entre M. Bingley et sa sœur aînée pour poursuivre la partie. Miss Darcy a-t-elle beaucoup changé depuis ce printemps? Dit Miss Bingley. Promet-elle d'être aussi grande que moi? Je crois que oui. Elle est maintenant à peu près de la taille de Miss Elizabeth, ou même plus grande. Comme je serais heureuse de la revoir, je n'ai jamais rencontré personne qui me fût plus sympathique. Elle a des manières si gracieuses, elle est si accomplie pour son âge. Son talent de pianiste est vraiment remarquable. Je voudrais savoir, dit Bingley, comment font les jeunes filles pour acquérir tant de talent. Toutes savent peindre de petites tables, broder des éventails, tricoter des bourses. Je n'en connais pas une qui ne sache faire tout cela. Jamais je n'ai entendu parler d'une jeune fille sans être aussitôt informée qu'elle était parfaitement accomplie. Ce n'est que trop vrai, dit Darcy. On qualifie ainsi nombre de femmes qui ne savent en effet que broder un écran ou tricoter une bourse. Mais je ne puis souscrire à votre jugement général sur les femmes. Pour ma part, je n'en connais pas dans mes relations plus d'une demi-douzaine qui méritent réellement cet éloge. Alors, observa Élisabeth, c'est que vous faites entrer beaucoup de choses dans l'idée que vous formez d'une femme accomplie. Beaucoup, en effet. Oh, sans doute, s'écria Miss Bingley, sa fidèle alliée. Pour qu'une femme soit accomplie, il faut qu'elle ait une connaissance approfondie de la musique, du chant, de la danse et des langues étrangères. Mais il faut encore qu'elle ait de l'air, de la démarche, le son de la voix, une manière de s'exprimer, un certain quelque chose, faute de quoi ce qualificatif ne serait qu'à demi mérité. Et à tout ceci, ajouta M. Darcy, elle doit ajouter un avantage plus essentiel en cultivant son intelligence par de nombreuses lectures. S'il en est ainsi, je ne suis pas surprise que vous ne connaissiez pas plus d'une demi-douzaine de femmes accomplies. Je m'étonne plutôt que vous en connaissiez autant. Êtes-vous donc si sévère pour votre propre sexe? Non, mais je n'ai jamais vu réunir tant de capacités, tant de goût, d'application et d'élégance. Madame Hurst et Miss Bingley protestèrent en chœur contre l'injustice d'Élisabeth, affirmant qu'elle connaissait beaucoup de femmes répondant à ce portrait, lorsque M. Hurst les rappela à l'ordre en se plaignant amèrement de ce que personne ne prêtait attention au jeu. La conversation se trouvant suspendue, Élisabeth quitta peu après le salon. « Élisabeth Bennet, dit Miss Bingley, dès que la porte fut refermée, est de ces jeunes filles qui cherchent à se faire valoir auprès de l'autre sexe en dénigrant les leurs, et je crois que beaucoup d'hommes s'y laissent prendre. Mais c'est à mon avis un artifice bien méprisable. » « Sans aucun doute, répliqua Darcy, à qui ces paroles s'adressaient spécialement.
Il y a quelque chose de méprisable dans tous les artifices que les femmes s'abaissent à mettre en œuvre pour nous séduire. Miss Bingley fut trop peu satisfaite par cette réponse pour insister davantage sur ce sujet. Lorsqu'Élisabeth reparut, ce fut seulement pour dire que sa sœur était moins bien et qu'il lui était impossible de la quitter. Bingley insistait pour qu'on allât chercher immédiatement M. Jones, tandis que ses sœurs, dédaignant ce praticien rustique, jugeaient qu'il vaudrait mieux envoyer un express à Londres pour ramener un des meilleurs médecins. Élisabeth écarta formellement cette idée, mais elle accepta le conseil de M. Bingley, et il fut convenu qu'on irait dès le matin chercher M. Jones, si la nuit n'apportait aucune amélioration à l'état de Miss Bennet. Bingley avait l'air très inquiet, et ses sœurs se déclaraient navrées, ce qui ne les empêcha pas de chanter les duos après le souper, tandis que leur frère calmait son anxiété en faisant à la femme de charge 1000 recommandations pour le bien-être de sa malade et de sa sœur. Chapitre 9. Élisabeth passa la plus grande partie de la nuit auprès de Jane. Mais le matin, elle eut le plaisir de donner de meilleures nouvelles à la domestique venue de bonne heure de la part de M. Bingley. Puis, un peu plus tard, aux 2 élégantes caméristes attachées au service de ses sœurs. En dépit de cette amélioration, elle demanda qu'on fît porter à Longbourn un billet où elle priait sa mère de venir voir Jane pour juger elle-même de son état. Le billet fut aussitôt porté et la réponse arriva peu après le déjeuner, sous la forme de Madame Bennet, escortée de ses 2 plus jeunes filles. Madame Bennet, si elle avait trouvé Jane en danger, aurait été certainement bouleversée. Mais, constatant que son indisposition n'avait rien d'alarmant, elle ne désirait nullement la voir se rétablir trop vite, sa guérison devant avoir pour conséquence son départ de Netherfield. Avec cette arrière-pensée, elle refusa d'écouter Jane, qui demandait à être transportée à Longbourn. Au reste, le médecin, arrivé à peu près au même moment, ne jugeait pas non plus la chose raisonnable. Quand elles eurent passé quelques instants avec Jane, Miss Bingley emmena ses visiteuses dans le petit salon, et Bingley vint exprimer à Madame Bennet l'espoir qu'elle n'avait pas trouvé sa fille plus souffrante qu'elle ne s'y attendait. « En vérité, si, monsieur, répondit-elle. Elle est même beaucoup trop malade pour qu'on puisse la transporter à la maison. Monsieur Jones dit qu'il n'y faut pas penser. Nous voilà donc obligés d'abuser encore de votre hospitalité. » « La transporter chez vous » s'écria Bingley. « Mais la question ne se pose même pas. Ma sœur s'y refuserait absolument. »« Vous pouvez être sûre, madame, dit Miss Bingley avec une froide politesse, que Miss Bennet, tant qu'elle restera ici, recevra les soins les plus empressés. » Madame Bennet se confondit en remerciements. « Si vous ne vous étiez pas montré aussi bon, je ne sais ce qu'elle serait devenue, car elle est vraiment malade et souffre beaucoup. Bien qu'avec une patience angélique comme à l'ordinaire. Cet enfant a le plus délicieux caractère qu'on puisse imaginer, et je dis souvent à mes autres filles qu'elles sont loin de valoir leur sœur. Cette pièce est vraiment charmante, maître Bingley, et quelle jolie vue sur cette allée sablée. Je ne connais pas dans tout le voisinage une propriété aussi agréable que Netherfield. Vous n'êtes pas pressé de le quitter. Je pense bien que vous n'ayez pas fait un long bail. Mes résolutions, madame, sont toujours prises rapidement, et si je décidais de quitter Netherfield, la chose serait probablement faite en un quart d'heure. Pour l'instant, je me considère comme fixée ici définitivement. Voilà qui ne me surprend pas de vous, dit Élisabeth. Et quoi, fit-il en se tournant vers elle, vous commencez déjà à me connaître? Oui, je commence à vous connaître parfaitement. Je voudrais voir dans ces mots un compliment, mais je crains qu'il ne soit pas très flatteur d'être pénétré aussi facilement. Pourquoi donc? Une âme profonde et compliquée n'est pas nécessairement plus estimable que la vôtre. Lisez, s'écria sa mère. Rappelez-vous où vous êtes et ne discourez pas avec la liberté dont qu'on vous laisse prendre à la maison. Je ne savais pas, poursuivit Bingley, que vous aimiez vous livrer à l'étude des caractères. La campagne, dit Darcy, ne doit pas vous fournir beaucoup de sujets d'étude.
La société y est généralement restreinte et ne change guère. Oui, mais les gens eux-mêmes changent tellement qu'il y a toujours du nouveau à observer. Assurément, intervint madame Bennet, froissée de la façon dont Darcy parlait à leur entourage. Et de leur entourage. Et je vous assure que sur ce point, la province ne le cède en rien à la capitale. Quels sont après tout les grands avantages de Londres, à part les magasins et les lieux publics? La campagne est beaucoup plus agréable, n'est-ce pas, monsieur Bingley? Quand je suis à la campagne, je ne souhaite point la quitter, et quand je me trouve à Londres, je suis exactement dans les mêmes dispositions. Eh, c'est que vous avez un heureux caractère. Mais ce gentleman, et madame Bennet lança un regard dans la direction de Darcy, semble mépriser la province. En vérité, maman, s'écria Élisabeth, vous vous méprenez sur les paroles de monsieur Darcy. Il voulait seulement dire qu'on ne rencontre pas en province aussi grande variété de gens qu'à Londres, et vous devez reconnaître qu'il a raison. Certainement, ma chère enfant, personne ne le conteste, mais il ne faut pas dire que nous ne voyons pas grand monde ici. Pour notre part, nous échangeons des invitations à dîner avec 24 familles. La sympathie de M. Bingley pour Élisabeth l'aida seule à garder son sérieux. Sa sœur, moins délicate, regarda M. Darcy avec un sourire significatif. Élisabeth, voulant changer de conversation, demanda à sa mère si Charlotte Lucas était venue à Longbourn depuis son départ. « Oui, nous l'avons vu hier, ainsi que son père. Quel charmant homme que Sir William, n'est-ce pas, monsieur Bingley? Distingué, naturel, ayant toujours un mot aimable à dire à chacun. C'est pour moi le type de l'homme bien élevé, au contraire de ces gens tout gonflés de leur importance qui ne daignent même pas ouvrir la bouche. Charlotte a-t-elle dîné avec vous? Non, elle a tenu à retourner chez elle où on l'attendait. Je crois pour la confection de minces pies. Quant à moi, monsieur Bingley, je m'arrange pour avoir des domestiques capables de faire seuls les besognes, et mes filles ont été élevées autrement. Mais chacun juge à sa manière, et les demoiselles Lucas sont fort gentilles. C'est dommage seulement qu'elle ne soit pas plus jolie. Non pas que je trouve Charlotte vraiment laide, mais aussi, c'est une amie tellement intime. Elle m'a semblé fort aimable, dit Bingley. Oh, certainement, mais il faut bien reconnaître qu'elle n'est pas jolie. Madame Lucas en convient elle-même, et elle nous envie la beauté de Jane. Certes, je n'aime pas faire l'éloge de mes enfants, mais une beauté comme celle de Jane se voit rarement. À peine âgée de 15 ans, elle a rencontré à Londres, chez mon frère Gardiner, un monsieur à qui elle a plu tellement que ma belle-sœur s'attendait à ce qu'il la demandât en mariage. Il n'en fit rien toutefois, sans doute la trouvait-il trop jeune, mais il a écrit sur elle des vers tout à fait jolis. Et ainsi, dit Élisabeth avec un peu d'impatience, se termina cette grande passion. Ce n'est pas la seule dont on ait triomphé de cette façon, et je me demande qui, le premier, a eu l'idée de se servir de la poésie pour se guérir de l'amour. J'avais toujours été habitué, dit Darcy, à considérer la poésie comme l'aliment de l'amour. Oh, d'un amour vrai, sain et vigoureux peut-être. Tout fortifie ce qui est déjà fort. Mais lorsqu'il s'agit d'une pauvre petite inclinaison, je suis sûr qu'un bon sonnet peut en avoir facilement raison. Darcy répondit par un simple sourire. Dans la crainte d'un nouveau discours intempestif de sa mère, Élisabeth aurait voulu continuer. Mais avant qu'elle eût pu trouver un autre sujet de conversation, madame Bennet avait recommencé la litanie de ses remerciements pour l'hospitalité offerte à ses deux filles. M. Bingley répondit avec naturel et courtoisie, sa sœur avec politesse, sinon autant de bonne grâce, et satisfaite, madame Bennet ne tarda pas à redemander sa voiture. À ce signal, Lydia s'avança. Elle avait chuchoté avec Kitty tout le temps de la visite, et toutes deux avaient décidé de rappeler à M. Bingley la promesse qu'il avait faite à son arrivée de donner un bal à Netherfield. Lydia était une belle fille, fraîche, joyeuse et pleine d'entrain. Bien qu'elle n'eût que 15 ans, sa mère, dont elle était la préférée, la conduisait déjà dans le monde.
Les assiduités des officiers de la milice qu'attiraient les bons dîners de son oncle et qu'encourageait sa liberté d'allure avaient transformé son assurance naturelle en un véritable aplomb. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce qu'elle rappelât à M. Bingley sa promesse, en ajoutant que ce serait vraiment honteux s'il ne la tenait pas. La réponse de M. Bingley à cette brusque mise en demeure dut charmer les oreilles de Madame Bennet. « Je vous assure que je suis tout prêt à tenir mes engagements, et dès que votre sœur sera remise, vous fixerez vous-même le jour. Vous n'auriez pas le cœur, je pense, de danser pendant qu'elle est malade. » Lydia se déclara satisfaite. En effet, ce sera mieux d'attendre la guérison de Jane. Et puis, à ce moment, sans doute, le capitaine Carter serait revenu à Meryton. « Et quand vous aurez donné votre bal, ajouta-t-elle, j'insisterai auprès du colonel Forster pour que les officiers en donnent un également. » Madame Bennet et ses filles prirent alors congé. Élisabeth remonta immédiatement auprès de Jane, laissant à ces dames et à M. Darcy la liberté de critiquer à leur aise son attitude et celle de sa famille. Chapitre 10. La journée s'écoula, assez semblable à la précédente. Madame Hurst et Miss Bingley passèrent quelques heures de l'après-midi avec la malade qui continuait bien que lentement à se remettre, et dans la soirée, Élisabeth descendit rejoindre ses hôtes au salon. La table de jeu, cette fois, n'était pas dressée. M. Darcy écrivait une lettre, et Miss Bingley, assise auprès de lui, l'interrompait à chaque instant pour le charger de messages pour sa sœur. M. Hurst et M. Bingley faisaient une partie de piquet qui suivait Madame Hurst. Élisabeth prit un ouvrage, mais fut bientôt distraite par les propos échangés entre Darcy et sa voisine. Les compliments que lui adressait constamment celle-ci sur l'élégance et la régularité de son écriture ou sur la longueur de sa lettre et la parfaite indifférence avec laquelle ses louanges étaient accueillies formaient une amusante opposition, tout en confirmant l'opinion qu'Élisabeth se faisait de l'un et de l'autre. Comme Miss Darcy sera contente de recevoir une lettre si longue. Point de réponse. Vous écrivez vraiment avec une rapidité merveilleuse. Erreur, j'écris plutôt lentement. Vous direz à votre sœur qu'il me tarde beaucoup de la voir. Je le lui ai déjà dit une fois à votre prière. Votre plume grince, passez-la moi, j'ai un talent spécial pour tailler les plumes. Je vous remercie, mais c'est une chose que je fais toujours moi-même. Comment pouvez-vous écrire si régulièrement? Dites à votre sœur que j'ai été enchantée d'apprendre les progrès qu'elle a faits sur la harpe. Dites-lui aussi que son petit croquis m'a plongé dans le ravissement. Il est beaucoup plus réussi que celui de Miss Grantley. Me permettez-vous de réserver pour ma prochaine lettre l'expression de votre ravissement? Actuellement, il ne me reste plus de place. Oh, cela n'a pas d'importance. Je verrai du reste votre sœur en janvier. Lui écrivez-vous chaque fois d'aussi longues et charmantes missives, monsieur Darcy? Longues, oui. Charmantes, ce n'est pas à moi de les juger telles. À mon avis, des lettres écrites avec autant de facilité sont toujours agréables. Votre compliment tombe à faux, Caroline, s'écria son frère. Darcy n'écrit pas avec facilité. Il recherche trop les mots savants, les mots de 4 syllabes. N'est-ce pas, Darcy? Mon style épistolaire est évidemment très différent du vôtre. Oh, s'écria Miss Bingley. Charles écrit d'une façon tout à fait désordonnée. Il oublie la moitié des mots et barbouille le reste. Les idées se pressent sous ma plume, si abondantes que je n'ai même pas le temps de les exprimer. C'est ce qui explique pourquoi mes lettres en sont quelquefois totalement dépourvues. Votre humilité devrait désarmer la critique, maître Bingley, dit Élisabeth. Humilité apparente, dit Darcy, et dont il ne faut point être dupe. Ce n'est souvent que dédain de l'opinion d'autrui, et parfois même prétention dissimulée. Lequel de ces 2 termes appliquez-vous au témoignage de modestie que je viens de vous donner? Le second. Au fond, vous êtes fier des défauts de votre style que vous attribuez à la rapidité de votre pensée et à une insouciance d'exécution que vous jugez originale.
On est toujours fier de faire quelque chose rapidement, et l'on ne prend pas garde aux imperfections qui en résultent. Lorsque vous avez dit ce matin à madame Bennet que vous vous décideriez en 5 minutes à quitter Netherfield, vous entendiez provoquer son admiration. Pourtant, qu'y a-t-il de si louable dans une précipitation qui oblige à laisser inachevées des affaires importantes et qui ne peut en aucun cas et qui ne peut être d'aucun avantage à soi ni à personne? Allons, allons, s'écria Bingley. On ne doit pas rappeler le soir les sottises qui ont été dites le matin. Et cependant, sur mon honneur, j'étais sincère et ne songeais nullement à me faire valoir devant ces dames par une précipitation aussi vaine. J'en suis convaincu, mais j'ai moins de certitude quant à la promptitude de votre départ. Comme tout le monde, vous êtes à la merci des circonstances, et si au moment où vous montez à cheval, un ami venait vous dire « Bingley, vous feriez mieux d'attendre jusqu'à la semaine prochaine », il est plus que probable que vous ne partiriez pas. Un mot de plus, et vous resteriez un mois. Vous nous prouvez par là, s'écria Élisabeth, que M. Bingley n'est calomnié. C'est calomnié, et vous le faites valoir ainsi bien plus qu'il ne l'a fait lui-même. Je suis très touché, répondit Bingley, de vous voir transformer la critique de mon ami en un éloge de mon caractère. Mais je crains que vous ne trahissiez sa pensée, car il m'estimerait sûrement davantage si en une telle occasion je refusais tout net, sautais à cheval et m'éloignais à bride abattue. Monsieur Darcy estime donc que votre entêtement à exécuter votre décision rachèterait la légèreté avec laquelle vous l'auriez prise? J'avoue qu'il m'est difficile de vous dire au juste ce qu'il pense. Je lui passe la parole. Vous me donnez à défendre une opinion que vous m'attribuez tout à fait gratuitement. Admettons cependant le cas en question. Rappelez-vous, Miss Bennet, que l'ami qui cherche à le retenir ne lui offre aucune raison pour le décider à rester. Alors, céder aimablement à la requête d'un ami n'est pas un mérite à vos yeux? Non, céder sans raison ne me paraît être honorable ni pour l'un ni pour l'autre. Il me semble, monsieur Darcy, que vous comptez pour rien le pouvoir de l'affection. On cède souvent à une demande par pure amitié, sans avoir besoin d'y être décidé, par des motifs ou des raisonnements. Laissons pour l'instant jusqu'à ce qu'il se présente le cas que vous avez imaginé pour M. Bingley. D'une façon générale, si quelqu'un sollicite un ami de modifier une résolution, d'ailleurs peu importante, blâmeriez-vous ce dernier d'y consentir sans attendre qu'on lui donne des arguments capables de le persuader? Avant de pousser plus loin ce débat, ne conviendrait-il pas de préciser l'importance de la question, aussi bien que le degré d'intimité des deux amis? Alors, interrompit Bingley, n'oublions aucune des données du problème, y compris la taille et le poids des personnages, ce qui compte plus que vous ne croyez, Miss Bennet. Je vous assure que si Darcy n'était pas un gaillard si grand et si vigoureux, je ne lui témoignerais pas moitié autant de déférence. Vous ne pouvez vous imaginer la crainte qu'il m'inspire parfois. Chez lui, en particulier, le dimanche soir, lorsqu'il n'a rien à faire. Monsieur Darcy sourit, mais Élisabeth crut deviner qu'il était un peu vexé et se retint de rire. Miss Bingley, indignée, reprocha à son frère de dire tant de sottises. « Je vois ce que vous cherchez, Bingley, lui dit son ami. Vous n'aimez pas les discussions et vous voulez mettre un terme à celle-ci. Je ne dis pas non, les discussions ressemblent trop à des querelles. Si vous et Miss Bennet voulez bien attendre que je sois hors du salon, je vous en serai très reconnaissant, et vous pourrez dire de moi tout ce que vous voudrez. Ce ne sera pas pour moi un grand sacrifice, dit Élisabeth, et M. Darcy, de son côté, ferait mieux déterminer sa lettre. M. Darcy suivit ce conseil, et quand il eut fini d'écrire, il pria Miss Bingley et Élisabeth de bien vouloir faire un peu de musique. Miss Bingley s'élança vers le piano, et après avoir poliment offert à Élisabeth de jouer la première, ce que celle-ci refusa avec autant de politesse et plus de conviction, elle s'installa elle-même devant le clavier. Madame Hurst chanta, accompagnée par sa sœur.
Élisabeth, qui feuilletait des partitions éparses sur le piano, ne put s'empêcher de remarquer que le regard de M. Darcy se fixait souvent sur elle. Il était impossible qu'elle inspirât un intérêt flatteur à ce hautain personnage. D'autre part, supposer qu'il la regardait parce qu'elle lui déplaisait était encore moins vraisemblable. Sans doute, finit-elle par se dire, y a-t-il en moi quelque chose de répréhensible qui attire son attention? Cette supposition ne la troubla point. Il ne lui était pas assez sympathique pour qu'elle se souciât de son opinion. Après avoir joué quelques chansons italiennes, Miss Bingley, pour changer, attaqua un air écossais vif et alerte. « Est-ce que cela ne vous donne pas grande envie de danser un réel, Miss Bennet ?» dit Darcy en s'approchant. Élisabeth sourit, mais ne fit aucune réponse. Un peu surpris de son silence, il répéta la question. « Oh, dit-elle, je vous avais bien entendu la première fois, mais ne savez pas tout d'abord que vous répondre. Vous espériez, j'en suis sûre, que je dirais oui pour pouvoir ensuite rayer mon mauvais goût. Mais j'ai toujours plaisir à déjouer de tels desseins, et à priver quelqu'un de l'occasion de se moquer de moi. Je vous répondrai donc que je n'ai aucune envie de danser un réel. Et maintenant, riez de moi si vous l'osez. Je ne me permettrai certainement pas. » Élisabeth, qui pensait l'avoir vexée, fut fort étonnée de cette aimable réponse, mais il y avait chez elle un mélange d'espièglerie et de charme qui empêchait ses manières d'être blessantes, et jamais encore une femme n'avait exercé sur Darcy une pareille séduction. En vérité, pensait-il, sans la vulgarité de sa famille, je courrais quelque danger. Miss Bingley était assez clairvoyante pour que sa jalousie fût en éveil, et sa sollicitude pour la santé de sa chère Jane se doublait du désir d'être débarrassée d'Élisabeth. Elle essayait souvent de rendre la jeune fille antipathique à Darcy en plaisantant devant lui sur leur prochain mariage et sur le bonheur qui l'attendait dans une telle alliance. « J'espère, lui dit-elle le lendemain, tandis qu'il se promenait dans la charmille, que, lors de cet heureux événement, vous donnerez à votre belle-mère quelques bons conseils sur la nécessité de tenir sa langue, et que vous essayerez de guérir vos belles-sœurs de leur passion pour les militaires. Et, s'il m'est permis d'aborder un sujet aussi délicat, ne pourriez-vous faire aussi disparaître cette pointe d'impertinence et de suffisance qui caractérise la dame de vos pensées? Avez-vous d'autres conseils à me donner en vue de mon bonheur domestique? Encore ceci. N'oubliez pas de mettre des portraits de son oncle et de la tante Phillips dans votre galerie à Pemberley, et placez-les à côté de celui de votre grand-oncle, le juge. Ils sont un peu de la même profession, n'est-ce pas? Quant à votre Élisabeth, inutile d'essayer de la faire peindre. Quel artiste serait capable de rendre ses yeux aussi admirables? À ce moment, Madame Hurst et Élisabeth débouchèrent d'une allée transversale. « Je ne savais pas que vous vous promeniez aussi, » dit Miss Bingley, un peu confuse à l'idée qu'on avait pu surprendre sa conversation avec Darcy. « C'est très mal à vous, » répondit Madame Hurst, « d'avoir disparu ainsi sans nous dire que vous sortiez. » Et s'emparant de l'autre bras de M. Darcy, elle laissa Élisabeth seule en arrière. On ne pouvait marcher dans le sentier qu'à trois de front. M. Darcy, conscient de l'impolitesse de ses compagnes, dit aussitôt: « Cette allée n'est pas assez large, si nous allions dans l'avenue. »« Non, non, dit Élisabeth en riant. Vous faites à vous trois un groupe charmant, dont ma présence romprait l'harmonie. Adieu. » Et elle s'enfuit gaiement, heureuse à l'idée de se retrouver bientôt chez elle. Jane se remettait si bien qu'elle avait l'intention de quitter sa chambre 1 heure ou 2 ce soir-là. Chapitre 11. Lorsque les dames se levèrent de table à la fin du dîner, Élisabeth remonta en courant chez sa sœur, et après avoir veillé à ce qu'elle fût bien couverte, redescendit avec elle au salon. Jane fut accueillie par ses amies avec de grandes démonstrations de joie. Jamais Élisabeth ne les avait vues aussi aimables que pendant l'heure qui suivit. Elles avaient vraiment le don de la conversation, pouvaient faire le récit détaillé d'une partie de plaisir, conter une anecdote avec humour et se moquer de leurs relations avec beaucoup d'agrément. Mais quand les messieurs rentrèrent au salon, Jane passa soudain au second plan.
M. Darcy, dès son entrée, fut interpellé par Miss Bingley, mais il s'adressa d'abord à Miss Bennet pour la féliciter poliment de sa guérison. M. Hurst lui fit aussi un léger salut en murmurant « enchanté », mais l'accueil de Bingley se distingua par sa chaleur et sa cordialité. Plein de joie et de sollicitude, il passa la première demi-heure à empiler du bois dans le feu, de crainte que Jane ne souffrît du changement de température. Sur ces instances, elle dut se placer de l'autre côté de la cheminée afin d'être plus loin de la porte. Il s'assit alors auprès d'elle et se mit à l'entretenir sans plus s'occuper des autres. Élisabeth, qui travaillait un peu plus loin, observait cette petite scène avec une extrême satisfaction. Après le thé, M. Hurst réclama sans succès la table de jeu. Sa belle-sœur avait découvert que M. Darcy n'appréciait pas les cartes. Elle affirma que personne n'avait envie de jouer, et le silence général parut lui donner raison. M. Hurst n'eut donc d'autre ressource que de s'allonger sur un sofa et de s'y endormir. Darcy prit un livre, Miss Bingley en fit autant. Madame Hurst, occupée surtout à jouer avec ses bracelets et ses bagues, plaçait un mot de temps à autre dans la conversation de son frère et de Miss Bennet. Miss Bingley était moins absorbée par sa lecture que par celle de M. Darcy, et ne cessa de lui poser des questions ou d'aller voir à quelle page il en était. Mais ses tentatives de conversation restaient infructueuses. Il se contentait de lui répondre brièvement, sans interrompre sa lecture. À la fin, lasse de s'intéresser à un livre qu'elle avait pris uniquement parce que c'était le second volume de l'ouvrage choisi par Darcy, elle dit en étouffant un bâillement. « Quelle agréable manière de passer une soirée! Nul plaisir vraiment ne vaut la lecture. On ne s'en lasse jamais, tandis qu'on se lasse du reste. Lorsque j'aurai une maison à moi, je serai bien malheureuse si je n'ai pas une très belle bibliothèque. » Personne n'ayant répondu, elle bâilla encore une fois, mit son livre de côté et jeta les yeux autour d'elle en quête d'une autre distraction. Entendant alors son frère parler d'un bal à Miss Bennet, elle se tourna soudain de son côté en disant « À propos, Charles, est-ce sérieusement que vous songez à donner un bal à Netherfield ? Vous feriez mieux de nous consulter tous avant de ne rien décider. Si je ne me trompe pas, pour certains d'entre nous, ce bal serait plutôt une pénitence qu'un plaisir. » « Si c'est à Darcy que vous pensez, répliqua son frère, libre à lui d'aller se coucher à 8 heures ce soir-là. Quant au bal, c'est une affaire décidée, et dès que Nichols aura préparé assez de blanc-manger, j'enverrai mes invitations. Les bals ne plairaient davantage s'ils étaient organisés d'une façon différente. Ces sortes de réunions sont d'une insupportable monotonie. Ne serait-il pas beaucoup plus raisonnable d'y donner la première place à la conversation et non à la danse ? Ce serait beaucoup mieux, sans nul doute, ma chère Caroline, mais ce ne serait plus un bal. Miss Bingley ne répondit point, et, se levant, se mit à se promener à travers le salon. Elle avait une silhouette élégante et marchait avec grâce, mais Darcy, dont elle cherchait à attirer l'attention, restait inexorablement plongée dans son livre. En désespoir de cause, elle voulut tenter un nouvel effort, et se tournant vers Élisabeth, « Miss Eliza Bennet, dit-elle, suivez donc mon exemple et venez donc faire le tour du salon. Cet exercice est un délassement. Je vous assure qu'on est resté si longtemps immobile. » Élisabeth, bien que surprise, consentit, et le but secret de Miss Bingley fut atteint. M. Darcy leva les yeux. Cette sollicitude nouvelle de Miss Bingley à l'égard d'Élisabeth le surprenait autant que celle-ci, et machinalement, il ferma son livre. Il fit aussitôt prier de se joindre à la promenade, mais il déclina l'invitation. Il ne voyait, dit-il, que 2 motifs pour les avoir décidés à faire les 100 pas ensemble, et dans un cas comme dans l'autre, jugeait inopportun de se joindre à elle. Que signifiaient ces paroles ? Miss Bingley mourait d'envie de le savoir, et demanda à Élisabeth si elle comprenait. « Pas du tout, répondit-elle, mais soyez sûre qu'il y a là-dessous une méchanceté à notre adresse. Le meilleur moyen de désappointer M. Darcy est donc de ne rien lui demander. » Mais désappointer M. Darcy était pour Miss Bingley une chose impossible, et elle insista pour avoir une explication. « Rien n'empêche que je vous la donne, dit-il, dès qu'elle lui permit de placer une parole. Vous avez choisi ce passe-temps soit parce que vous avez des confidences à échanger, soit pour nous faire admirer l'élégance de votre démarche. Dans le premier cas, je serais de trop entre vous,
et dans le second, je suis mieux placé pour vous contempler assis au coin du feu. »« Quelle abomination !» s'écria Miss Bingley. « A-t-on jamais rien entendu de pareil ? Comment pourrions-nous le punir d'un tel discours ? C'est bien facile. Si vous en avez réellement le désir, taquinez-le, moquez-vous de lui. Vous êtes assez intime pour savoir comment vous y prendre. » Mais pas le moins du monde, je vous assure, le moyen de s'attaquer à un homme d'un calme aussi imperturbable et d'une telle présence d'esprit. Non. Non. C'est être vaincu d'avance. Nous n'aurons pas l'imprudence de rire de lui, sans sujet. Monsieur Darcy peut donc triompher. Comment ? On ne peut pas rire de Monsieur Darcy. Il possède là un avantage bien rare. Miss Bingley, dit celui-ci, me fait trop d'honneur. Les hommes les meilleurs et les plus sages, ou, si vous voulez, les meilleurs et les plus sages de leurs actes, peuvent toujours être tournés en ridicule par ceux qui ne songent qu'à plaisanter. J'espère, dit Élisabeth, que je ne suis pas de ce nombre et que je ne tourne jamais en ridicule ce qui est respectable. Les sottises, les absurdités, les caprices d'autrui me divertissent, je l'avoue, et j'en ris chaque fois que j'en ai l'occasion. Mais M. Darcy, je le suppose, n'a rien à faire avec de telles faiblesses. Peut-être est-ce difficile, mais j'ai pris à tâche d'éviter les faiblesses en question, car elles amoindrissent les esprits les mieux équilibrés. La vanité et l'orgueil, par exemple ? Oui, la vanité est véritablement une faiblesse, mais l'orgueil, chez un esprit supérieur, se tiendra toujours dans de justes limites. Élisabeth se détourna pour cacher un sourire. « Avez-vous fini l'examen de M. Darcy » demanda Miss Bingley. « Pouvons-nous en savoir le résultat ?»« Certainement. M. Darcy n'a pas de défaut. Il l'avoue lui-même, sans aucune fausse honte. »« Non, dit Darcy. Je suis bien loin d'être si présomptueux. J'ai bon nombre de défauts, mais je me flatte qu'ils n'affectent pas mon jugement. Je n'ose répondre de mon caractère. Je crois qu'il manque de souplesse. Il n'en a certainement pas assez au gré d'autrui. J'oublie difficilement les offenses qui me sont faites, et mon humeur mériterait sans doute l'épithète de vindicative. On ne me fait pas aisément changer d'opinion. Quand je retire mon estime à quelqu'un, c'est d'une façon définitive. Être incapable de pardonner ? Eh bien, voilà qui est un défaut. Mais vous l'avez bien choisi. Il m'est impossible d'en rire. Il y a, je crois, en chacun de nous, un défaut naturel que la meilleure éducation ne peut arriver à faire disparaître. Le vôtre est une tendance à mépriser vos semblables. Et le vôtre, répliqua-t-il avec un sourire, est de prendre un malin plaisir à défigurer leurs pensées. Faisons un peu de musique, voulez-vous ? Proposa Miss Bingley, fatiguée d'une conversation où elle n'avait aucune part. Vous ne m'en voudrez pas, Louisa, de réveiller votre mari ? Madame Hurst n'ayant fait aucune objection, le piano fut ouvert, et Darcy, à la réflexion, n'en fut pas fâché. Il commençait à sentir qu'il y avait quelque danger à trop s'occuper d'Élisabeth.